Un monde futuriste? Non. Entrez dans le monde fantastique de Nintendo. Prenez les commandes de passionnantes aventures. Dans Megaman, poursuivez des humanoïdes. Ne vous laissez pas surprendre par Metal Gear. Infiltrez les bases ennemies. Ou bien remontez le temps avec Wizard and Warriors, une aventure chevaleresque. Les meilleurs jeux vidéo exclusivement sur console Nintendo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. C'est moi, Maître Sega, et voici Afterburner. Avant de prendre les commandes, n'oublie pas, Sega, c'est plus fort que toi. C'est moi, Maître Sega, et voici Ghouls and Ghosts. Avant d'affronter le prince des ténèbres, n'oublie pas, Sega, c'est plus fort que toi. Dragon Ball Z, le choc, sur Super Nintendo. Voici le Super Game Boy pour votre Super Nintendo. Pour jouer à mon jeu à la télé, à tous les jeux Game Boy sur votre télé, dans les couleurs de votre choix, comme Donkey Kong, Wario Land, comme Kirby, Zelda et les 250 jeux Game Boy. Ah, tais-toi, montre mon jeu en couleur. Avec Super Game Boy, jouez à tous les jeux Game Boy sur votre télé couleur. Mais surtout au mien, imbécile. Trop tard. Qui t'offre des jeux excitants, comme dans les arcades. Qui t'offre les jeux sportifs les plus réalistes. Qui offre un jeu qui te permet de voler. Et qui t'offre l'accès à l'Internet sur ton téléviseur. Tu vas adorer les jeux et surfer sur l'Internet seulement avec Sega Saturn. Recharge, recharge! Mes chers compatriotes, bonjour. Je vous parle en direct du Cap, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. On pourrait croire que c'est une simple rôtissoire. Mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Comment savoir que la PlayStation n'est pas une banale console de jeu? Regardez bien ces signes étranges. Les savants le certifient, ces effets sont démoniaques. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain. Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Les meilleurs jeux mettent tout le monde d'accord. Sur Xbox 360. Maintenant disponible sur Nintendo 64, Mario 64, ISS 64, Wave Race, Turok, Pilot Wars, GoldenEye 007. Les jeux en 3D sur Nintendo 64, vous n'en reviendrez pas. GameCube.
Wii Sport, inclus avec la nouvelle console Wii. Mais l'informatique et la vidéo ne feront que prendre une place de plus en plus grande au fur et à mesure que la télématique envahira notre société. Ce qui est génial, c'est que voilà, c'est le premier truc, mais les principes sont là. Il faut bouffer, il faut pas se faire bouffer, en gros c'est ça. Fallait sauter avec les barils qui descendaient. La partie est acharnée. L'explosion du jeu vidéo, il a eu lieu avec l'Atari 2600. Il y avait d'un côté les consoles et de l'autre côté les ordinateurs à but ludique. Et en plus, ça plantait une fois sur deux parce que c'est des cassettes, ça marchait pas très bien, etc. etc. Alpha a tout prévu. C'était vraiment Sonic contre Mario. En à peine 30 ans, le petit monde du jeu vidéo a connu un essor extraordinaire. D'abord extrêmement primitif avec Pong, il est devenu plus élaboré et plus graphique avec des machines comme l'Atari et l'Amiga. Et il a connu un âge d'or avec la Super Nintendo et la Mega Drive. En ce début des années 90, l'ère des inventeurs et des bidouilleurs touche à sa fin pour laisser place à une véritable industrie planétaire. La puissance des nouvelles machines permettra bientôt d'explorer de nouveaux territoires et de conquérir de nouveaux publics. L'explosion d'Internet étendra le terrain de jeu au monde entier. La révolution est en marche avec la PlayStation. Allez, mais saute! Mais allez, saute, grognasse! Oh, c'est pas vrai. Allez, sors tes flingues. Non, c'est là, ok. Bon alors, j'essaie de manœuvrer Lara Croft, mais depuis le début, c'est injouable, depuis le tout premier épisode. Et, enfin, j'exagère, parce que c'était fabuleux quand même. Oui, mais bon, on a une émission à faire. Oui, c'est vrai, mais je travaille, regarde, je suis en train de préparer la partie PlayStation. C'est quand même une sacrée révolution. La 3D et tout, c'est la première fois qu'on pouvait regarder au plafond, qu'on pouvait regarder ses pieds. Enfin, quand il n'y avait pas les seins qui gênaient pour Lara Croft, parce qu'ils ont toujours fait des seins surdimensionnés, mais... Je trouve que c'est une vision hallucinante d'imaginer que l'inconscient collectif de tous ces adolescents ont été marqués par cette fille avec des gros seins qui court dans une pyramide. Je trouve ça formidable. Tout est réglé au centimètre à la minute près. C'est qu'on ne plaisante pas avec le protocole. 12h40, les deux rames, l'une venue de Londres, l'autre de Paris, arrivent ensemble au terminal français de Coquet. La Super Nintendo et la Mega Drive sont taillées la part du lion. Et puis il fallait progresser. Enfin, on connaît le renouvellement des machines. Donc la Super Nintendo et la Mega Drive arrivaient en fin de cycle. En 94, fin 94 j'imagine au Japon, Sega s'est décidé à sortir une nouvelle console qui était la Saturn. Donc on passait plus en 16 bits mais en 32 bits. La Saturn en fait se différencie essentiellement de la N64 qui arriverait plus tard. La N64 est restée sur de la cartouche alors que Sega avait vraiment sauté le pas du CD avec la Saturn. Il y avait Nintendo qui allait suivre pas loin derrière, mais il y a surtout un concurrent de taille qui est arrivé, enfin qui n'était pas de taille à l'époque, qui est devenu de taille depuis. Car maintenant avec ça, le même désordre mental peut envahir votre cher foyer. À son arrivée, les experts pensaient que Sony allait se vautrer tout simplement et qu'il n'arriverait pas à concurrencer les géants de l'époque qui étaient Nintendo et Sega. Sega qui était très très fort. Sony a fait un malheur. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Oh, la PlayStation, quand elle est arrivée, j'ai craqué. Je me souviens quand on l'a reçue à Console Plus, qu'on l'a reçue du Japon et qu'on l'a branchée et qu'on a mis Ridge Racer. Waouh! Les créateurs de jeux se tournent très vite vers la nouvelle venue et lui offrent une ludothèque impressionnante. Des jeux mythiques voient alors le jour, comme Taken, Wipeout ou l'incontournable Gran Turismo.
Sony oblige, la PlayStation n'est pas une simple console de jeu, et elle préfigure déjà l'ère du multimédia. Hey! Arrête! PlayStation, c'est pas juste pour jouer les jeux, on peut jouer la bonne musique aussi. Vos meilleurs CD s'écoutent aussi sur PlayStation. Aujourd'hui, 100 millions de PlayStation ont été vendus de par le monde, et près d'1 milliard de jeux ont été distribués. À l'origine de la technologie PlayStation, cet homme, Ken Kutaragi. En fait, il y avait un projet de partenariat avec Nintendo pour faire ensemble une nouvelle console. Sony est arrivé donc avec cette technologie PlayStation, donc Ken Kutaragi est arrivé avec son projet PlayStation, mais qui comportait l'utilisation du CD. Et je crois que c'est ça qui a coincé chez Nintendo. Pourquoi? Parce que tout simplement, Sony fait partie des créateurs et des inventeurs du CD, et il est absolument hors de question pour Nintendo de reverser des royautés à Sony. Inside is a deadly donut. De ce fait-là, les deux sociétés ont décidé de faire finalement route chacun de leur côté, donc ce qui a donné d'un côté la Super Nintendo et puis la PlayStation pour Sony. C'était vraiment extraordinaire, parce qu'elle a amené, la 3D, parce qu'elle a amené la vraie 3D qui roulait vraiment. On est passé à 15 000 chaque jour, facile. Alors on va pas se plaindre. Hein. C'est effectivement Sony qui a vite compris que la 3D dans les jeux allait devenir quelque chose de prédominant, donc d'où la PS1. Et c'est ce qui a aussi tiré le marché, c'est un côté très techno. À l'époque, c'était beaucoup la course à chaque fois à plus de réalisme, plus de lumière, plus d'ombre. C'est marrant, c'est un phénomène un petit peu comme si on comparait le cinéma muet et après on est passé au cinéma parlant. Ça a changé complètement les choses. Et ben ça a changé complètement. Autant il y a des jeux qui d'un seul coup sont devenus lamentables, autant il y en a qui ont réussi à conserver tout leur intérêt. Et il y en a qui étaient des petits jeux et qui d'un seul coup ont explosé. Ou des jeux qui sont devenus possibles. Parce que Tomb Raider, globalement, il y avait des jeux un petit peu dans ce sens-là. Mais ça n'avait rien donné. Et d'un seul coup, pour le jeu d'exploration à Tomb Raider, la 3D, ça a fait exploser. Intéressons-nous maintenant au phénomène des jeux vidéo. Ils se sont multipliés ces dernières années et représentent désormais un marché colossal. Tout en haut de l'affiche, il y a une star. Elle s'appelle Lara Croft. Tomb Raider, ça a été surtout la première héroïne. Il n'y avait pas d'héroïne avant. Il y avait des héros, mais jamais des filles. Donc là, pour la première fois, Core Design, qui était à l'époque le créateur de Tomb Raider, a eu cette idée géniale de dire, attendez, le jeu vidéo, 95% de garçons qui jouent, si on faisait une fille, ce serait peut-être pas mal. C'est effectivement le premier jeu vraiment action-aventure. On avait le sentiment un petit peu d'être le personnage d'un film. Plus que le fait d'avoir une héroïne sexy, je pense que ce qui m'a marqué à l'époque, c'est le fait que on avait un jeu accessible, un jeu qui parlait de légende, qui parlait de qui nous emmenait dans un peu, qui faisait référence à des films très populaires comme Indiana Jones, et je pense que c'est aussi une date importante. Lara Croft. C'est avant tout la première star virtuelle. Pendant un temps, on finit même par douter de son inexistence. Les produits dérivés se multiplient, et elle devient bientôt publicité, BD, et enfin, sous les traits d'Angelina Jolie, cinéma. Le jeu vidéo est définitivement sorti des cercles fermés. Ce n'est plus un phénomène de mode, il est devenu phénomène de société. Un tel essor a fait qu'un très grand nombre d'éditeurs, qui avait été peut-être pour les plus anciens laissés pour compte dans les années 80 avec le premier crash des jeux vidéo, se sont réintéressés au marché des jeux vidéo et ont commencé à écrire des jeux à tout va, à explorer des nouveaux genres, surtout en exploitant donc les possibilités 3D des nouvelles machines. Eh bien, nous allons pouvoir commencer à faire un peu de survival horror avec des Resident Evil. Nous allons pouvoir commencer à faire des jeux d'aventure qui sont vraiment immersifs, dans lesquels on est un avatar et on avance en 3D dans des corridors qui avancent, etc. Plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant.
Ah bah oui, quand Final Fantasy, les premiers c'était des jeux passionnants, très bien, mais c'était des RPG relativement classiques. En fait, c'est vraiment quand il y a eu la technique en plus, c'est-à-dire quand on est passé à la PlayStation, que là, d'un seul coup, le jeu, à mon avis, s'est envolé vraiment. Au-delà des limites de la réalité, se déroule l'histoire d'une conquête suprême. C'est là qu'il a commencé à introduire des cinématiques de la mort qui tue, qui faisaient rentrer dans le jeu. Une histoire d'amour impossible et de haine qui n'en finit pas. On avait vendu un peu plus de 200 000, ce qui représentait un score exceptionnel pour un jeu, on va dire, qui n'est pas un jeu grand public. Ça a été impressionnant. Les gens, ça sonnait, je me rappelle, hein, ça sonnait dans tous les sens. Bonjour, vous l'avez reçu, non, non, pas encore, demain il arrive. Ils venaient dans le quartier, ils attendaient, ils faisaient la queue des heures et ils attendaient ce jeu-là. Désormais, l'aventure la plus attendue de l'année se passe chez vous. FIFA, ça a été le premier jeu vraiment réaliste. C'est pas parce qu'on parle de réalisme qu'on parle de plaisir. Moi, je tiens à mon plaisir. Donc, j'avais autant de plaisir à jouer à un jeu pourri où on voyait pas les pieds des personnages que de jouer à un jeu fantastique en 3D où je vois la tête de Zidane parfaitement modélisée. Et puis après, il y a eu son grand concurrent qui est arrivé, PES. Oh, 1-2. Alors maintenant, c'est la grande lutte entre les deux. Hein. C'est un phénomène un peu atypique parce que, on va dire, pratiquement dans le monde entier, FIFA domine l'ensemble des marchés, à l'exception de la France et de l'Italie. Oh, il y est, but! Et puis il y a aussi des jeux où on a la possibilité de le faire en infiltration. Ici Snake. Colonel, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. D'autres jeux feront grand bruit sur la console de Sony. Metal Gear, qu'on connaissait déjà en 2D sur les consoles des générations précédentes, prend tout son sens en 3 dimensions. Le jeu d'infiltration est né. Alors la besaille, tu sais tirer? What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Le jeu vidéo a mûri. Les mécaniques de jeu sont de plus en plus élaborées. Les scénarios s'enrichissent, les ambiances s'étoffent. Avec des jeux comme Resident Evil, le jeu vidéo quitte petit à petit le monde des enfants. C'est vrai que la PlayStation, c'est une vraie révolution. Vraiment, c'est quelque chose, il se passe quelque chose. On n'a plus honte de jouer, ça devient un truc pour adultes. Et pas seulement à cause des seins de Lara Croft, en fait. Je trouve qu'à partir de la PlayStation, c'est plus un jouet, les jeux vidéo. Désormais, donc, les jeux vidéo ne sont plus réservés aux jeunes, ils ont trouvé un public adulte. Sony venait de l'univers électronique en public. Donc, dans cet univers-là, il y a un souhait, effectivement, d'accéder et de communiquer au travers d'un plus large marché, ce qui n'était pas forcément le cas ni de Sega ni Nintendo. En fait, on est sorti des sentiers battus, des hardcore gamers qui étaient dans leur geekère, des 16 bits avec la Super Famicom et puis la Mega Drive, pour aller vers des gens qui allaient acheter pour une fois des consoles de jeux dans des supermarchés. Avant, ça n'existait pas. Ah non! T'es pas encore en train de regarder un match de foot! Je suis pas en train de regarder un match de foot, je joue à la PlayStation, regarde! Excusez-moi, je suis méchante, j'avais pas vu. De toute façon, tu vois jamais rien. Quand on est enfant, on travaille bien avec des pixels, on ressent exactement ce que le personnage ressent et ainsi de suite, et on arrive à imaginer. Plus on vieillit, plus on a besoin de voir des choses plus précises, et on ressent ce qu'on voit, et donc la PlayStation a apporté cette étape. Bon bah alors on va manger, tu finiras ta partie après. À table! J'arrive, chérie. Ils ont élargi le public essentiellement auprès des jeunes adultes, parce que le problème, c'est que tous ces jeunes qui jouaient ados, etc., que d'un seul coup, ils arrivaient à 18-20 ans, hein, et qui commençaient à sortir avec des nanas, et il y avait les filles qui venaient à la maison, t'es encore aux jouets, c'était pas bon. Eux, ils sont positionnés technologiques. Il y avait le CD, il y avait une image, c'était plus du jeu, c'était plus du jouet, c'était de la technologie. Et d'un seul coup, les jeunes, ils avaient plus honte. Donc, ils pouvaient y aller, ils pouvaient jouer parce que ils faisaient de la technologie. Tout le monde nous prenait pour des dingues. À l'époque, on disait, attendez, le jeu vidéo, laissez tomber, c'est pour les enfants, ça sera toujours pour les enfants. Donc, essayez de cibler les adultes. Allez-y, mais enfin, vous allez vous essouffler très vite.
Depuis peu, les garants du succès d'une console, ce sont eux. Des trentenaires comme Grégoire et Thierry, déjà installés dans la vie active, souvent mariés, et même pères de famille comme Grégoire. Ouais, c'est papa, c'est maman qui gagne, comme d'habitude. Des grands enfants qui jouent sans complexe aux jeux vidéo. Cette génération est née avec les jeux, elle a aimé, et n'a jamais vraiment décroché en grandissant. Il y a un truc qui est évident, c'est vrai que Sony a gagné la bataille en fait par le marketing qu'ils ont mis en place. Ils ont été super bons, ils ont une approche grand public de suite, alors que Sega étant acteur historique, tout comme Nintendo, je pense qu'ils ont gardé un peu le côté hardcore gamers. Le marketing a toujours été une des grandes qualités de Sony, c'est clair. Ils avaient une machine du feu de Dieu, c'est vrai. Ils avaient des bons jeux, les jeux qu'il fallait pour la lancer. Il y a eu une communication évidemment qui a été établie, un marketing, on va dire, pratiquement au niveau mondial, même si c'était des pubs différentes. Au niveau mondial, le claim c'était grosso modo, surtout ne l'achetez pas, c'est hyper dangereux. Il y avait une campagne en France, ça a donné lieu à une campagne qui s'appelait le CAP, le comité anti-PlayStation, avec un gars un peu facho qui démontrait tous les méfaits du jeu vidéo, de la PlayStation, pour dire voilà, surtout attention, danger, parents, attention, faites attention à la PlayStation, ça va vous péter à la tête, quoi. Aaron de France, votre enfant a peut-être été exposé à la puissance de la PlayStation. Examinons bien tous les symptômes. Un exemple. Ici, le bouton du haut. C'est évident, ce jeune homme est victime d'un relâchement de sa personne. C'est un supermarché, évidemment c'est un contre-pied. Les pubs de l'époque, Sega et Nintendo étaient toujours tournés vers, voilà, Sega c'est plus fort que toi, vers le défi, vers des choses en termes de marketing, on va dire très challengeant pour les joueurs. Et Sony est arrivé évidemment avec une communication qui n'avait absolument rien à voir avec celle que le joueur avait l'habitude de recevoir. Donc cet engouement pour les jeux vidéo soudain, un petit peu du grand public, a fait que le marché des jeux vidéo et donc du hardware et donc de la vente de consoles de jeux a explosé véritablement. Nintendo 64's 6 new colors are so amazing. Choosing a favorite might be somewhat of a struggle. Il faut dire que la Nintendo 64, c'est quand même un truc fabuleux. Il y a des trucs incroyables. Mario Kart 64 est super. Mais c'est toujours l'univers de Nintendo très enfantin, très coloré. Billy, which one? La Nintendo 64, c'était une super console, mais qui arrivait avec un mauvais concept au mauvais moment. C'est-à-dire que la Nintendo 64 arrive sur le marché à un moment critique, charnière dans l'industrie, où toute l'industrie migre sur le CD. Technologiquement, la console, elle avait tout pour fonctionner, technologiquement. Mais vous savez, c'est encore la preuve que c'est pas la technologie qui fait le succès d'une console. C'est un mix de beaucoup de choses. La Nintendo 64 marque surtout un grand tournant pour le petit plombier. Comment l'arrivée d'une troisième dimension va-t-elle se passer pour le plus grand héros de jeu de plateforme de l'histoire? Un pari que Miyamoto, son créateur, ne prend pas à la légère. Moi, je me souviens, j'ai eu un de mes grands souvenirs, c'était à l'E3, lors de la présentation de la Nintendo 64 et du célèbre Mario 64, qui était le premier Mario en 3D, qui était vraiment extraordinaire. Et je voyais, il était là, à côté de moi, et il regardait. Il y avait plein d'écrans et les mecs qui jouaient. Et ils regardaient attentivement pour voir vraiment comment les gens réagissaient au jeu. Et je suis sûr qu'après, il a noté des trucs, il a remodifié des trucs. Comme le jeu, c'était pas encore la version définitive, il a dû remodifier encore des jeux. Nintendo se tourne aussi à cette époque vers des jeux plus adultes, avec sa célèbre adaptation de James Bond, GoldenEye. Mais Nintendo a perdu sa place de leader. Le marché du jeu vidéo est en train de changer de visage. Car il y aura des morts. Le constructeur Sega, par exemple, est déjà en perte de vitesse. Il est tellement complexe d'écrire un jeu sur la Saturn qu'elle est totalement laissée pour compte, encore une fois,
pour cette cause-là. Et ça, je pense que c'est une leçon qu'a très bien retenu Sega, mais tellement bien que 3 ans plus tard, ils sortent une nouvelle machine. Et la Dreamcast, c'est quasiment le contraire de la Saturn en fait. C'est une machine qui est hyper simple. La Dreamcast, c'est vraiment une machine qui a été faite par des gens qui aiment les jeux pour pouvoir faire une machine de joueur. Une machine très très saine, ultra bien conçue, vraiment un bonheur. Elle avait un truc qui était vraiment spécial et des jeux qui étaient vraiment incroyables. Elle avait tout réuni en fait pour les joueurs, d'ailleurs ils sont pas trompés, on en a vendu quand même 10 millions, c'est pas anodin non plus. Battle 1, fight! Chanfa wins! Les fans écrasent toujours une petite larme pour cette console parce qu'elle était fabuleuse. C'est une des premières consoles avec laquelle on pouvait jouer en ligne avec ses potes. On pouvait jouer qu'à 4, mais on pouvait jouer avec ses potes. Les manettes étaient fabuleuses et ça n'a pas marché du tout. Sega, lorsqu'ils sortent la Dreamcast, donc ils ont effectivement bien mûri en termes de conception de la machine elle-même, peut-être de positionnement même, etc. Mais en fait, il était déjà un petit peu trop tard. Tout l'argent qui avait été investi dans la recherche et le développement pour Saturn et le four. Sega en fait était resté sur l'idée que tout le monde se souvenait encore de la période Mega Drive, mais en fait la période Saturn avait fait en Occident oublier Sega. Il a fallu faire un virage à 90 degrés, enfin même à 180 degrés on peut dire. Ils ont estimé que cette fois c'était la fin pour les consoles pour Sega de faire des consoles, ce qui était sans doute le bon choix, et de se concentrer sur ce qu'ils faisaient aussi très bien, c'est-à-dire des jeux. Sega n'a pas disparu. Sega est au cœur du marché du jeu vidéo, mais a changé de casquette, donc continue à développer, continue à éditer. Le jour où il y a eu l'annonce de la fin de la Dreamcast et que le président de Sega a annoncé qu'on ferait plus de consoles, je pense que ça a été un coup au cœur pour beaucoup de personnes. Pour Noël, vous pouvez offrir des baigneurs, on vous en parlait hier, ou bien des nounours en peluche, on vous en a parlé aussi. Alors autre style aujourd'hui, les jeux vidéo, ils sont de plus en plus beaux, de plus en plus sophistiqués, de vrais petits bijoux en matière de technologie. Bonjour, bonne et heureuse année à tous. Ce 1er janvier, vous le savez, n'est pas tout à fait comme les autres. L'euro est aujourd'hui une réalité pour plus de 300 millions d'Européens. Le bug, l'an 2000, le bug, mais non. Avant le bug, on imaginait qu'on aurait des voitures volantes et tout ça, qu'on pourrait se téléporter. On a été très déçus de ce côté-là, c'est vrai. Oui, mais en échange, on avait les mondes virtuels. C'est vrai. Mais là, technologiquement, avec la Xbox, la GameCube, la PlayStation 2 surtout, on arrive à des trucs incroyables. La révolution des jeux vidéo est en marche et on les prend désormais au sérieux lorsqu'on les invite dans les journaux télévisés. Au Japon, la fureur de ces passionnés de jeux vidéo qui ont campé des nuits entières en attendant l'ouverture ce matin de la caverne d'Alibaba avec la mise en vente de la PlayStation numéro 2. La PS2, c'était vraiment le moyen de confirmer ou pas, de voir s'il y avait une fidélité, commençait à y avoir une fidélité à la marque aussi. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait une grosse attente. Les mots sont faibles. Le succès est immédiat. Lors de sa sortie, 980 000 exemplaires de la PS2 seront vendus en 48 heures et elle détient aujourd'hui encore le record de vente d'une console de salon. L'opération a été bien montée.
le constructeur a entretenu un savant mystère autour de la PlayStation 2. Puissante, elle peut lire les anciens programmes, les CD, les DVD et dans un avenir proche se connecter à Internet. Il y avait des lecteurs de CD dans la PlayStation, et dans la PlayStation 2, il y a un lecteur de DVD, donc maintenant on peut regarder des films. Le gros truc, c'est que ça devient multimédia en fait. Et après, au-delà de ça, la vision de ceux qui ont dirigé Sony depuis une bonne vingtaine d'années aujourd'hui, c'était la convergence. Donc c'était de se dire, faisons des matériels convergents, donc qui vont mélanger plusieurs médias, donc voilà, la vidéo, la musique, le jeu et la musique, le jeu et le film. La PlayStation 2 est l'illustration parfaite de la démarche du constructeur. Au moment de sa sortie, la PS2 est même considérée par certains comme l'un des meilleurs lecteurs DVD du marché. La console fait aussi bien sûr office de platine CD, elle peut se connecter à Internet et elle permet même de jouer à des jeux vidéo. Je t'en propose pas encore, avec tes dons. Le tout premier Grand Theft Auto, c'était un jeu qui était vu de haut et qui était extrêmement violent et qui avait été interdit un peu dans tous les pays du monde. Donc toute la presse s'en était emparée. Retour en France où une association de consommateurs part en croisade contre la multiplication des scènes de violence dans les jeux vidéo. Jugez vous-même, dans l'un de ces jeux, le but est tout simplement d'écraser des piétons ou des policiers afin de marquer des points. Et puis quand on l'a vu arriver, le premier en 3D, waouh, avec la liberté. Mais ce qui a créé, c'est la liberté, cette ville immense dans laquelle on peut se balader. Moi, je sais que ce que je faisais, pendant une certaine période, je jouais vraiment comme un blaireau. C'est-à-dire que je prenais mon personnage, j'allais voler une caisse, et comme il y avait des musiques absolument superbes, je me mettais de la musique et je roulais dans la ville, tout bêtement. La technologie permet aux créateurs de proposer de nouvelles expériences et de conquérir un nouveau territoire, celui des émotions. Dans les claques que j'ai pu prendre en jouant à des jeux, Ico, pareil, attaque le jeu. C'est quoi ce jeu de merde? Il y a un personnage, toujours le même monstre, une musique, 3 notes de temps en temps. C'est nul, c'est nul. Ah merde, ça fait 2 heures que je suis en train de jouer complètement embarqué dans ce côté justement des sentiments forts, ce côté contact avec la fille qu'on doit sauver, qu'on doit emmener, qui crée un lien super fort. Comment ont-ils fait pour créer un lien aussi fort entre 2 personnages virtuels? C'était du jamais vu. L'animation des personnages qui courent en se tenant la main donne un dynamisme unique au jeu. Ça a poussé très loin des sentiments de solitude, de mélancolie, de tendresse, de peur, voilà. Et ça, c'était vraiment un moment important. Ueda, qui est le créateur de Ico, je crois que c'est un des premiers auteurs réellement de jeux vidéo, quelqu'un qui crée de l'émotion d'une manière tout à fait personnelle, tout à fait originale et qui a un univers, vraiment, qui porte un univers. Ce qui m'a encore plus bluffé, c'est ce que Ico annonce sur l'avenir du jeu vidéo. C'est une sorte de précurseur, un Citizen Kane. Je dirais c'est le principal des développements aujourd'hui dans le jeu vidéo, pour ce qui nous concerne, c'est d'essayer de faire ressentir des émotions de plus en plus fortes. Donc on a commencé à entrevoir une palette d'émotions, mais il faut l'élargir, c'est-à-dire qu'elle soit au moins aussi large que celle du cinéma. L'idée n'est pas de se couper des gamers et de faire des jeux qui sont grand public dans le sens péjoratif du terme, c'est vraiment de continuer de faire des jeux intéressants pour les gamers aussi. On a eu une surprise absolument extraordinaire sur Fahrenheit, puisqu'on s'est rendu compte, en parlant aux gens qui ont joué, qu'il y a un nombre absolument incroyable de personnes qui ont joué avec leurs femmes.
Je pense que les femmes cherchent à travers les jeux vidéo des expériences peut-être différentes que recherchent les hommes. Et c'est pour ça que je suis très content qu'aujourd'hui il y ait de plus en plus de femmes qui jouent, parce que ça nous permet, nous, de pouvoir développer des jeux un peu moins basés sur la baston, l'action, et un peu plus sur d'autres dimensions. Alors souvent, on met sur les Sims, on dit c'est un jeu de filles. L'explication, c'est parce qu'il y a 60% de joueurs qui sont des joueuses. Mais il y a quand même 40% d'hommes, donc c'est pas négligeable, 40%. Donc il y a quasiment autant de joueurs que de joueuses. Will White, pour moi, il a inventé un concept qui est formidable. Le seul jeu, aujourd'hui, qui diffère selon le joueur. Autant de joueurs, autant d'histoires de Sims. Les Sims, c'est un jeu de simulation, de vie, et chacun en fait ce qu'il veut. Les psys sont intéressés par la mise en scène des fantasmes, de l'imaginaire de chacun dans les jeux vidéo. Et de ce point de vue-là, les Sims sont un cadeau fait par les concepteurs aux psys. Donc vous pouvez mettre en scène beaucoup de fantasmes qui correspondent évidemment pas à la réalité, mais qui correspondent à la vie imaginaire. Honnêtement, pour moi, je me demande dans quelle mesure c'est véritablement un jeu. C'est bien, c'est super, c'est passionnant. Est-ce que c'est vraiment un jeu? Je sais pas. C'est une simulation de vie, en quelque sorte. En ce début de millénaire, l'usage de l'ordinateur se généralise. Et un nouvel élément fait son apparition. Internet. Certes, il existait déjà avec les modems 56K, mais il devient haut débit et entre dans presque tous les foyers. Alors on a anticipé la 3D temps réel, on s'est dit tôt ou tard un jour on aura la 3D temps réel, mais on n'a pas anticipé l'Internet. Ouais. On n'a jamais imaginé que les ordinateurs pourraient se réunir en un seul aussi rapidement et devenir la matrice, quoi. Dans le développement de la technologie informatique, on se rend compte qu'il y a une stratégie. Donc il y a quelque chose qui est propre au vivant. Tu penses que c'est comme dans Terminator, qu'un jour la machine, le réseau mondial s'éveillera à la conscience? Il est sûr qu'on est dans le domaine du vivant. Il faut bien comprendre que tout ce qui nous entoure là, ce sont des éléments, c'est quelque chose. C'est le Fils de l'homme, c'est ce que nous mettons, transmettons à l'histoire de l'univers. En regardant ces échanges homme-machine, je me suis demandé si nous devions en avoir peur. Avec le haut débit, le jeu vidéo change de visage. Il devient planétaire en s'infiltrant sur le réseau. L'un des premiers jeux qui fera le succès du réseau s'appelle Counter-Strike. Un jeu de tir dans lequel vos adversaires ne sont plus maniés par l'ordinateur, mais par d'autres joueurs en chair et en os. Le succès est tel que des compétitions internationales sont organisées, rassemblant des milliers de joueurs. Mais c'est dans le domaine de l'heroic fantasy que le jeu en ligne va connaître son véritable essor. C'est vraiment avec World of Warcraft que les jeux en réseau ont pris l'importance qu'ils ont aujourd'hui, par le nombre de joueurs qui y sont engagés, surtout les jeunes. World of Warcraft est un univers en ligne qui continue d'évoluer à chaque seconde et qui rassemble aujourd'hui 10 millions de joueurs connectés. Le jeu est souvent décrié pour l'addiction qu'il susciterait chez certains d'entre eux. Si la grande majorité joue pour jouer, il y en a quand même qui s'enferment dedans. Mais voilà, faut être derrière eux, faut les aider, faut au contraire leur parler et les aider à s'ouvrir. Et donc, ils se confient facilement au chef de guilde et c'est vrai que je passe plus de temps à discuter et à gérer les choses qu'à jouer vraiment. En fait, c'est pas le jeu qui est addictogène, c'est la manière de jouer qui l'encourage chez beaucoup de joueurs. Et je dirais que World of Warcraft est un jeu qui peut être joué de manière répétitive et stéréotypée, mais qui peut être aussi joué de façon assez créatrice. C'est pour ça que c'est intéressant. Néanmoins, je pense qu'il est, personnellement, je pense qu'il restera toujours plus PC que console. Pendant longtemps, la console n'a pas été du tout envisagée comme pour le jeu
Multijoueur, oui, mais en local, mais absolument pas sur le jeu multijoueur en réseau. C'est la Xbox et Microsoft qui a lancé le fait que la console pouvait jouer en réseau aussi bien qu'un ordinateur. À l'époque, souvenez-vous, on en était encore au bas débit. Le haut débit commençait à peine à poindre son nez. Donc on a déjà inclus un port Ethernet avec l'idée et l'ambition effectivement que demain on pourrait faire du multijoueur sur cette console. Et pour ne rien gâcher, c'est au tour de Microsoft de s'intéresser à ce marché qui progresse de 25% par an. L'entrée sur le marché de Microsoft, sur le marché du jeu vidéo, n'a pas été très simple au départ. C'est vrai, quand on a une image essentiellement bureautique, c'est vrai que rentrer sur ce marché-là, dominé par des marques qui historiquement étaient présentes depuis très nombreuses années, c'est pas simple. Nous y sommes, l'événement dans le monde des jeux vidéo. Depuis 10 heures ce matin, ici à Londres et dans toute l'Europe, Microsoft s'est lancé à son tour dans la bataille contre les géants comme Sony ou Nintendo. Microsoft ne consacre pas moins de 500 millions de dollars pour la seule promotion de son nouveau produit, la Xbox. Attention! Bien joué! L'année de l'arrivée de la Xbox est aussi marquée par un grand tournant chez Nintendo. La société passe enfin le pas du CD en sortant le GameCube. Le GameCube se démarque par de très bons jeux, mais cela ne suffit pas. Et malgré ses excellentes performances, la console est boudée par les concepteurs. Le monde du jeu vidéo a changé. Il est sur le devant de la scène, et tout va se jouer à la génération suivante. Dans l'univers des jeux vidéo, une guerre vient de commencer. Un corps à corps entre les constructeurs de machines, les deux japonais, Sony, Nintendo, et un nouveau belligérant, l'américain Microsoft. L'enjeu, le butin de plus de 20 milliards d'euros que représente cette industrie mondiale, loin devant le cinéma. Madame, monsieur, bonsoir. C'est donc un séisme sans précédent depuis 40 ans qui a frappé aujourd'hui tous les pays limitrophes de l'océan Indien. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est partout pour tous. Le truc, c'est que vraiment, tout le monde participe et je connais personne, vraiment personne, les petits, les grands, qui n'est pas craqué. On a à la fois des produits portables, je pense évidemment à la DS ou la PSP. Le jeu a été un petit peu bloqué par le pad. Passe manette de PlayStation 3, même s'ils l'ont simplifié par rapport au projet initial, il y a quand même, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 boutons. Dingue! Donc le jeu était devenu un petit peu sélectif et donc toutes les personnes qui n'avaient pas pu apprendre à jouer ne pouvaient pas jouer. La DS, elle a tout changé. Elle est intuitive, on regarde, on a un stylet et on a l'impression qu'on n'a pas à apprendre. Il n'y a pas de période d'adaptation à avoir. Do you have any rock CDs? Le Game Boy était devenu Game Boy Color, puis Game Boy Micro, puis Game Boy Advance. Il rencontre à nouveau le succès dans une forme qui rappelle étrangement les Game & Watch. Chez Nintendo, la définition du jeu vidéo, c'est avant tout du jeu. C'est avant tout un divertissement. Oui. Oh non, trop bien. Vas-y, on recommence. Ce qui m'intéresse aussi sur cette console, c'est des périodes de jeu courtes, avec la possibilité d'utiliser le stylet, donc quelque chose de très tactile, moi qui m'intéresse. Et en plus le souffle, qui est quelque chose d'assez intime en fait. Un 38 tonnes, il faut au moins ça à Sony pour briser le quasi-monopole de Nintendo sur le marché des consoles portables. Nintendo, le leader, c'est lui qui a lancé ce produit il y a 15 ans.
le constructeur n'a pas lésiné pour concurrencer Nintendo. La PSP revendique le niveau d'une PlayStation 2 et Sony oblige, elle est tournée vers le multimédia. Ce que je trouve génial avec la nouvelle génération de consoles, la Xbox 360, la PlayStation 3, la Wii, c'est qu'on arrive au vieux fantasme de la boîte qu'on met sous la télé au milieu du salon et qui fait tout. Tu peux aller sur Internet avec les consoles nouvelle génération, regarder des DVD, des films Blu-ray, écouter de la musique, faire tes soirées diapo pour emmerder ta famille et leur montrer tes photos de vacances, et aussi jouer. En 2007, 3 ans après la Xbox, Microsoft sort une console plus mûre, qui ouvre la voie de la haute définition et dotée de capacités 3D jusqu'alors inconnues. D'où son nom, Xbox 360. La Xbox 360, en termes graphiques, en termes d'immersion, c'est quelque chose qui est un avantage très très fort. Aujourd'hui, ce qui me bluffe personnellement, c'est qu'on est mieux que la télévision. Pourquoi? Parce que vous avez des jeux en HD, en haute définition, et vous êtes en qualité meilleure que la télévision. Un des rêves de beaucoup de créateurs, comme une attente aussi du public, c'était vis-à-vis du cinéma, de la télé, c'était d'aller vers de plus en plus de réalisme. Il y a eu cette évolution qui était quand même la plus visible, hein. C'est pas fini d'ailleurs, mais il y aura un moment donné où, quand on verra plus vraiment la différence entre une image 3D et une image de cinéma, où bon, voilà, ça sera réglé. Il y aura d'autres choses sur lesquelles on pourra avancer. Les deux vraies consoles de dernière génération sont la Xbox 360 et la PS3 de Sony. Dans le sens qu'elles ont les capacités de puissance de traitement 3D les plus évoluées. En particulier la PS3 qui est un véritable monstre à ce niveau-là. Tous les choix qui ont été faits pour construire la PS3 sont des choix, en anglais ils appellent ça future-proof. Hein, on sait ce que c'est waterproof, les Anglais ils appellent ça future-proof, c'est-à-dire que ça va aller à l'épreuve du temps et que si vous achetez une PS3 aujourd'hui, vous êtes certain que ces technologies-là sont au moins là pour 10 ans. Et ce sont des standards. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi cette incroyable guerre des consoles de jeux. Après des semaines d'attente, les amateurs sont venus dès cette nuit sur les Champs-Élysées pour acheter la dernière console Nintendo baptisée la Wii. T'as déjà essayé la Wii, j'imagine? Bah oui, c'est formidable. Moi, j'en ai une, évidemment. Et ouais. puis c'est rien de... Quel plaisir de faire découvrir le bowling à sa belle-mère. Et alors, il faut imaginer ce que sera demain, parce que quand tu vois où on en est arrivé, ouais. on peut se dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il y aura de mieux après, quoi? La console japonaise Wii, une révolution dans l'univers des jeux vidéo. L'objectif du constructeur nippon, toucher tous les publics. Quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quel que soit leur degré d'expertise du jeu vidéo. C'est pas un accident, on retrouve ça dans le code génétique de la marque. Il se trouve qu'aujourd'hui sur Wii et sur Nintendo DS, ils se matérialisent très très fort. En voyant la Wiimote et le stylet de la DS, on s'est dit mais on peut faire des jeux beaucoup plus accessibles, qui était déjà une course que nous avions lancée, mais on s'est aperçu qu'avec ces accessoires-là, on allait pouvoir vraiment toucher une population nouvelle. On réapprend que le jeu vidéo, c'est un jeu, parce que pendant pas mal d'années, le jeu vidéo était devenu très...
Je dirais une œuvre d'art, je trouve. Non? C'est une œuvre d'art. On est d'accord. Je crois que le jeu vidéo, c'est de l'art, en fait. C'est comme le cinéma. Ça a commencé comme le cinéma. C'était une attraction de foire, comme les monstres de foire. On montrait ça dans les foires. Et le cinéma, c'est devenu aujourd'hui un art vraiment. Et le jeu vidéo, je trouve que c'est pareil, quoi. On arrive à faire des choses super sensibles, avec de l'émotion. On vit des trucs. On est arrivé à un truc génial. De l'art, carrément. Ben, on est en plus... toute la société a été modifiée par le jeu vidéo. Ouais, c'est vrai. Et ça touche tout le monde, ça touche les adultes. On ne peut plus parler de quelques bastons, de violences, de trucs. Aujourd'hui, l'informatique en général est là. Internet, tout le monde puise dedans et trouve les jeux, trouve des relations, et mon plus grand plaisir dans ce monde. Je pense qu'il y en a d'autres après, parce que je pense que c'est que le level 1, mais ça a été de vivre cette révolution. Faut penser qu'il y a une vingtaine d'années, quand je débutais dans le jeu vidéo, on avait 4 millions de joueurs dans le monde. L'ensemble du monde, c'était 4 millions de joueurs. Aujourd'hui, on a 20 millions juste en France. Aujourd'hui, l'âge d'un joueur de jeux vidéo, c'est plus de 30 ans. Et puis, on était capable de conquérir les femmes, et puis les seniors. Et il n'est pas rare aujourd'hui dans une famille de voir simultanément le grand-père, les parents, l'enfant qui jouent ensemble. Donc tout ça, c'est une extraordinaire créativité. Hein, c'est ça qui a poussé le jeu vidéo, la créativité. C'est le mot créativité et fun. Parce que c'est fun le jeu vidéo. Le jeu vidéo aujourd'hui, pour moi, c'est un art en train de naître, un art en devenir. Voilà, c'est le début de quelque chose qui va être un média très très important dans le siècle qui s'ouvre. Je crois que les jeux vidéo sont une nouvelle culture, et je dirais même plus, les jeux vidéo sont vraiment aujourd'hui le domaine privilégié dans lequel beaucoup d'aspects de la nouvelle culture sont en train d'être métissés, d'être pris dans des nouvelles formes de représentation. Le jeu vidéo est passé en quelques décennies d'un marché de niche à un marché planétaire. Gageons que dans quelques années, à l'instar du cinéma ou de la télévision, ses créateurs et son histoire se retrouveront dans les livres d'école. En attendant, la fabuleuse histoire du jeu vidéo continue de s'écrire chaque jour.